Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel hebdo. Cette semaine, nous sommes du côté des Imaginales dans leur formule d'automne, une formule traditionnelle mais disséminée sur toute la ville. On va le découvrir tout de suite. Stéphanie Nico, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice artistique du Festival des Imaginales où nous nous trouvons en ce moment. C'est une nouvelle fois une édition d'automne qui a été organisée cette année, mais dans son format plus traditionnel. Oui, on a à peu près autant d'invités que tous les ans. On a choisi l'automne parce qu'on n'a pas eu le choix au départ, et puis on s'y est adapté, on a de la chance, il fait beau. Et donc à partir de ce moment-là, on s'est dit on va reprendre un petit peu nos habitudes, même si on va évidemment être dans des lieux différents sur tout le centre-ville d'Épinal. Et puis on va aussi découvrir la ville en attendant l'année prochaine de revenir sur nos lieux habituels. C'est une formule, vous le disiez, disséminée dans toute la ville du fait de la fête foraine en ce moment. Il a fallu un peu organiser tout ça, c'était pas évident. Il a bien fallu s'adapter puisqu'on a été obligé de reporter le festival, et lorsque la décision a été prise, bien évidemment d'autres choses étaient déjà programmées. Donc on s'est adapté, les équipes ont fait un boulot incroyable comme toujours, et encore plus cette année. Et donc de fait les publics sont là, les auteurs sont là, et il y a un bonheur de tous nos festivaliers et surtout de nos écrivains qui n'ont pas pu se voir depuis des mois et des mois, pour pas dire depuis 18 mois pour certains d'entre eux, de se retrouver aux Imaginales à Épinal. Qu'est-ce qu'il faut attendre pour cette édition 2021 alors ? D'abord le bonheur d'être ensemble, le bonheur d'accueillir le public, le bonheur de trouver les nouveaux livres. On a encore, comme chaque année, des livres qui sont là en avant-première. Par exemple, le troisième roman de Florian Sodas, le coup de cœur du festival, qui sort en librairie le 22 octobre. Et que, du coup, on a là eu jeudi les premiers livres qui nous arrivaient de l'imprimerie, de façon à pouvoir les offrir en premier. Et on a aussi évidemment nos auteurs, on a un auteur israélien qui est présent, Lavi Tidhar, avec un magnifique roman dont on a parlé déjà hier. On a nos auteurs et autrices américains, et on a aussi une autrice britannique comme Samantha Shannon, qui est vraiment une des jolies signatures de la fantaisie d'aujourd'hui. C'est international comme festival. C'est un festival qui est connu maintenant. Les auteurs américains demandent à venir, les auteurs britanniques et les auteurs du monde entier. On peut dire qu'il n'y a pas de frontières ici, c'est le thème de l'année. C'est les thèmes frontières, parfois celles qui nous enferment, mais aussi les frontières qu'on peut dépasser. Et autour des livres et de l'amour des livres et des rencontres qu'on peut faire avec les écrivains, en effet, on abolit un peu, en tout cas le temps d'un festival, nos frontières. Il y a toujours, comme les années précédentes, beaucoup de conférences, la remise des prix. Voilà, on peut retrouver tout ça cette année. Absolument, sur le site du festival. Et puis, vous trouvez aussi les soirées. Il y a des soirées diverses, dont évidemment la grande soirée Dune, où il y a un débat le samedi soir autour du roman Dune, du film. Et il y aura une projection du film, mais en VO sous-titré, puisque tout le monde l'a déjà vu ou va le voir en version française. Très bien, merci beaucoup Stéphanie Nico d'avoir répondu à nos questions. Les Imaginales, c'est aussi le fameux concours de body painting, on le sait, tous les ans depuis pas mal d'années. Je vous propose de revivre les éditions précédentes. On regarde ce reportage tiré de nos archives. Balader dans les allées du parc du cours d'Épinal dimanche après-midi avec quelque chose de singulier. Au milieu des combats médiévaux et autres fantaisies, elles étaient bien là, en chair et en couleur, de véritables œuvres d'art corporelles qui s'invitaient aux Imaginales à l'occasion de la rencontre Body Painting France. Je suis cette femme qu'on ne prend pas par la main. Ici, on travaille sur les thèmes nature en accord avec les Imaginales. Donc chaque artiste crée son personnage, il transforme les modèles en créatures, et les modèles rentrent dans la peau de quelqu'un d'autre. Le but justement, comme je crée cet événement, c'était de pouvoir aussi participer en tant que l'artiste. C'était un échange, c'est pour ça que ça s'appelle une rencontre, on n'a pas de concours. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile pour moi de participer en même temps en tant que l'artiste et en tant que l'organisateur. Et si Christophe a du mal à jongler avec ses activités, c'est que le succès est au rendez-vous. La rencontre amicale née en 2012 et qui rassemblait 9 participants a bien grandi. Cette année, une trentaine d'artistes amateurs et professionnels ont fait le déplacement, parfois de très loin, comme Aurore, maquilleuse de métier, accompagnée de son modèle au style très amérindien. 6 heures de travail pour en arriver à ce résultat.
c'est de la peinture sur corps, donc non allergène, conçue spécialement pour le corps, donc pour transformer soit de faire des personnages en créatures, soit des camouflages. On pense déjà à ce qu'on va faire artistiquement suivant le thème, et ensuite on essaye de trouver un modèle qui coïncide à ce qu'on veut faire en réalisation. Comment est-ce qu'on devient modèle? Quand j'ai vu le book à Aurore, moi ça m'a tout de suite plu et j'ai toujours trouvé ça très, très joli, très créatif, très artistique. Donc j'ai voulu tenter l'expérience et l'aventure. J'imagine qu'il faut être patiente. Oui, il faut être patiente, mais au final on ne voit pas le temps passer parce que il y a beaucoup d'autres personnes autour de nous, donc ça nous permet aussi de rencontrer du monde. Un travail méticuleux, un coup de pinceau délicat. Transformer hommes et femmes en fresques vivantes n'est pas chose aisée, mais au bout du compte, le résultat est là. Moi, c'est la première fois que je viens voir justement les Imaginales. Et là, franchement, je suis vraiment très, très surpris de voir ce très beau décor, notamment le body painting. C'est très joli. Et puis, il faut quand même noter la patience des gens et des artistes, en fait. Ils ont un véritable talent, je pense. Ça, c'est super beau. Faut le faire. J'ai calculé à peu près 6-7 heures pour maquiller les personnes. Faut le faire. Parce qu'en plus, elle ne bouge pas. C'est un truc de dingue. Une dernière journée haute en couleurs qui est venue clore cette 18e édition des Imaginales, dont le palmarès a été dévoilé samedi. Le prix du roman francophone a été décerné à Robert Davel pour Femmes d'argile et d'osier, paru aux éditions Les Moutons électriques. Nous nous retrouvons aux Imaginales d'automne 2021. Je suis avec David Brie, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes auteur et vous avez commencé l'écriture très tôt. C'est vraiment une passion qui vous a animé tout petit en fait. Ah oui, complètement. Oui. Moi j'ai commencé à écrire. Avant tout, je suis un grand lecteur. Moi j'adorais lire, j'adore toujours lire. C'est une passion. Je lis tous les jours et j'ai toujours beaucoup lu et j'ai commencé à écrire parce que soit je voulais pas quitter les histoires, soit je me disais à la fin, moi je l'aurais bien fait un petit peu autrement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vouloir écrire. Et c'est quelque chose, j'ai fait ma première nouvelle, j'avais 9 ans, mon premier roman, j'étais en 5e. Je me souviens encore, je l'avais donné à ma prof de français. C'était un roman d'imaginaire déjà. Et j'ai jamais arrêté. Et j'adore toujours. Elle vous a dit que c'était prometteur, elle a senti qu'il y avait quelque chose. En fait, moi je me souviens surtout qu'elle avait été étonnée parce que c'était long, que j'ai vraiment fait un vrai roman, c'était très long. Elle avait été très surprise que j'ai pu écrire autant. Et, mais ouais, et je l'avais même, d'ailleurs j'y pense là, c'est marrant, je l'avais envoyé à des maisons d'édition, comme quoi j'avais déjà l'idée quelque part. Et je me souviens encore que j'avais reçu un courrier, et je crois que je l'ai toujours, d'une maison d'édition qui m'avait dit c'est prometteur, il faut continuer, n'abandonnez pas. Et j'ai pas abandonné. Vous avez bien fait. Donc vous publiez votre premier livre en 2009, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Et c'était d'imaginaire, c'était une histoire de guerre et de magie, d'aventure dans un monde médiéval fantastique. Et depuis, il y en a eu pas mal, des romans. Oui, j'ai compté là, je vais bientôt sortir mon 16e roman. Et à la fois dans des littératures adultes, ados, et aussi en jeunesse, pour les plus jeunes. Et vous êtes essayé à plusieurs genres, fantasy, science-fiction, fantastique, mais toujours un pied dans l'imaginaire. C'est quoi qui vous inspire, vous? Alors effectivement, l'imaginaire, j'adore, parce que je pense souvent l'image de la sorcière, de l'ogre, qui sont des choses qu'on connaît depuis qu'on est tout petit, et qui, quand on parle juste d'un ogre, on sait déjà que c'est menaçant, on sait déjà que c'est dangereux, on sait déjà que ça peut faire du mal aux enfants. Quand on parle d'une sorcière, on connaît tous des sorcières. Pareil, un chevalier, on sait que c'est courageux, que ça va pouvoir se sacrifier. Et du coup, c'est plein de symboles ou d'archétypes qu'on connaît, qu'on maîtrise et qu'on peut facilement mettre en œuvre. Et je crois qu'on peut beaucoup toucher les gens avec ces idées-là. C'est une chose que j'aime beaucoup. Et puis il y a un autre aspect qui est le fait qu'on peut aborder des sujets qui sont vraiment des sujets très importants. La SF parle beaucoup de politique, parle beaucoup d'écologie aussi. On peut aussi parler de la place de la femme, qui est un sujet important, des migrants, des migrations. Tout ça, ce sont des sujets qui sont éminemment d'actualité, éminemment important pour tout le monde. Et cette littérature, comme on transpose les choses, ça permet de mettre un focus dessus. Les Imaginales, vous en pensez quoi? C'est une chance pour un auteur d'être présent à ce festival? C'est un festival qui est hyper chaleureux. Alors moi j'en connais pas mal des festivals, j'en fais beaucoup, mais
c'est l'un de mes préférés, si ce n'est mon préféré, parce qu'il y a vraiment une ambiance qui est très particulière. Et on disait avec plusieurs potes auteurs, ça y est, on est revenu à la maison. Mais enfin, vraiment, il y a un truc. Manqué, mais ça a vraiment manqué. Vous avez été coup de cœur 2019. Cette année, vous êtes nominé pour le prix des lycéens avec votre dernier roman Princesse au visage de nuit. Oui, La princesse au visage de nuit, oui. Vous pouvez nous faire un pitch rapide? Oui. Est-ce qu'on peut être heureux quand on a été très malheureux, quand on a eu une enfance malheureuse, une enfance brisée? Est-ce qu'on peut arriver à se construire malgré tout? Et j'ai voulu du coup partir de là, raconter l'histoire d'un jeune homme qui a été très maltraité par ses parents, qui a cherché la princesse au visage de nuit, qui d'après la légende est une princesse qui vit dans les bois et qui aiderait les enfants suffisamment malheureux pour essayer de la rencontrer. Sauf qu'il est allé avec ses meilleurs amis, lui en est ressorti, ses amis ne sont jamais ressortis de la forêt, et 20 ans plus tard, il revient dans son village natal, alors qu'il a tout fait pour oublier tout ça. Il revient et il va repartir en quête de son enfance, de qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi lui s'en est sorti avec des blessures, et comment est-ce qu'on fait pour continuer à vivre. Et ça parle aussi de ce que j'aime traiter en littérature, c'est que la vie n'est pas toujours facile, mais après je crois que la vie elle est aussi magnifique et que malgré les difficultés, malgré les écueils, je crois qu'on peut y arriver, je crois qu'on peut arriver à faire beaucoup de choses. Donc ça parle un petit peu de tout ça. Très bien, merci, ça donne envie. En tout cas, on peut vous retrouver encore dimanche sous ce chapiteau derrière nous, place de Latte, c'est bien ça? Oui, et avec grand plaisir. Très bien, merci beaucoup David Brie d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une seconde pause dans cette émission. Vous le savez, les Imaginales, c'est aussi le monde de l'illustration. On avait d'ailleurs un illustrateur qui était de passage cet été en amont du festival. Je vous propose de regarder ce reportage et on se retrouve juste après. C'était une rencontre en prélude au Festival des Imaginales qui se tient exceptionnellement cette année en octobre. Festival bien connu de Julien Delval, peintre-illustrateur, qui présentait son exposition Vestiges oniriques, une monographie de ses œuvres. Julien Delval se définit comme un romantique. Son univers s'inspire de l'Antiquité, des chimères, de la mythologie. Il sublime la réalité juste pour le plaisir des yeux, un message esthétique. Oui, il est beaucoup esthétique parce que moi je veux que les gens soient devant un tableau et une fenêtre. C'est une idée de contemplation surtout, et que chacun puisse s'accaparer l'image et inventer ses propres histoires, ses propres rencontres, etc. Vos sources d'inspiration? Beaucoup la peinture classique, mais aussi tous les peintres illustrateurs du 20e, du 21e siècle aussi, la bande dessinée, le cinéma, enfin tout ce qui nous nourrit tous en termes de narration. Après des études à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris, Julien Delval s'est fait connaître dans le milieu du jeu de rôle en illustrant la couverture de romans adultes et jeunesse. En 2017, il réalise l'affiche des Imaginales et plusieurs anthologies de ce festival spinalien des littératures fantasy. Vestiges oniriques ou l'art fantastique est pour partie visible à la bibliothèque multimédia, mais aussi au musée d'art ancien et contemporain, une reconnaissance. Un artiste d'aujourd'hui, comme on en trouve beaucoup, et comme on ne les voyait peut-être pas il y a encore quelques années dans les musées. Je pense que les choses sont en train de changer. Le peintre-illustrateur qui vit de son art entend ensuite s'attaquer à un monstre de la littérature anglaise, illustrer Othello de Shakespeare. Nous sommes de retour du côté de la Maison Romaine aux Imaginales d'automne. Je suis avec Estelle Wagner, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes autrice, vous êtes passionnée de littérature depuis toute petite, vous avez été mordue toute petite et vous avez écrit votre premier roman une fois adulte en revanche. En 2017, vous avez sorti le premier tome d'une trilogie, c'est ça? C'est ça, en fait il est sorti en 2016 mais il s'est fait vraiment remarquer en 2017 oui, avec le prix des lycéens des Imaginales. Et depuis vous avez donc toute la trilogie est sortie, ça parle d'une jeune femme, c'est ça, Morphe, si j'ai bien compris. Une jeune Vosgienne d'ailleurs. Ah, c'est local. Oui, c'est local. Je suis Lorraine, j'habite un peu partout en Lorraine et j'aime bien. Enfin voilà, on a de belles forêts aussi dans les Vosges et c'était intéressant d'y placer de l'imaginaire. Et donc, depuis la trilogie est sortie, vous avez également sorti un dernier roman qui s'appelle Les Chuchoteurs. C'est ça, tout nouveau. Donc c'est aussi le premier tome d'une nouvelle trilogie qui, je pense, s'adresse à un public un peu plus large. Le premier, c'est peut-être un petit peu plus girly, on va dire. C'est une héroïne avec ses états d'âme, une romance. Là, j'avais justement envie de faire plaisir à tout le monde, à tous les jeunes que j'avais pu voir avec la première trilogie. Donc voilà, je l'ai vraiment écrit pour eux, en pensant à eux et en essayant de faire en sorte qu'ils se sentent tous concernés par l'histoire. C'est une opportunité pour les auteurs de participer à ces Imaginales ? Ah oui, clairement.
c'est l'un des rares festivals dédiés à l'imaginaire sur 4 jours déjà. En plus, le cadre est magnifique à Épinal. Je sais pas, c'est toujours très bien. Et oui, il y a énormément de gros auteurs, il y a beaucoup d'éditeurs présents. On fait pas mal de rencontres sur place et le public est toujours là. Justement, les rencontres avec les lecteurs, avec les éditeurs, on l'a dit, ça peut des fois permettre de mettre en lien. Et cette année, il y a une nouveauté, c'est que vous avez pu, vous les auteurs, rencontrer aussi des producteurs de cinéma, c'est ça ? C'est ça. Donc hier, on a passé la soirée, on était quelques auteurs avec une douzaine d'équipes de production. C'était un genre de speed dating programmé puisque moi par exemple j'avais 8 rendez-vous comme ça où on a 10 minutes avec chacun en fait pour leur pitcher notre roman et essayer de les convaincre, leur donner envie d'adapter notre histoire. Donc l'enjeu est énorme derrière. Ah oui, pour un auteur, imaginez voir son histoire à l'écran, c'est pas rien. Et pourtant, malheureusement, il y a encore très peu de romans francophones qui sont adaptés au cinéma. Comment on pourrait changer ça finalement ? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. C'est plus les Américains qui s'intéressent, en plus, pour parler de l'imaginaire, plus les Américains qui vont s'intéresser à toutes ces histoires. Je trouve qu'on est un petit peu en retard quand même en France là-dessus, alors qu'il y a un vrai public et les gens sont demandeurs. Oui, il y a un vrai marché à prendre, on le voit d'ailleurs parce que finalement les plus gros succès de notre époque, c'est aussi très souvent des adaptations. Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Dune récemment, pour ne citer que. J'imagine que quand on est auteur, ça doit être aussi un rêve quelque part d'imaginer son roman adapté. Ah bah bien sûr, c'est donner vie à ces personnages d'une autre manière encore. C'est déjà là, quand on voit les lecteurs qui viennent et qui parlent de nos personnages comme s'ils étaient réels, c'est toute la magie de la chose. Mais alors si en plus on les voit à l'écran, c'est énorme en fait. Donc on peut imaginer une issue pour vous, pour d'autres auteurs. Comment ça peut se passer potentiellement suite à ces échanges alors ? Pour le moment, on ne sait pas trop, mais on pense que c'est déjà une belle étape. Le fait qu'ils viennent à notre rencontre comme ça, qu'ils soient intéressés, qu'ils veulent nous écouter. Maintenant, on espère qu'effectivement, il y aura des suites, peut-être des dessins animés, longs métrages, courts métrages, films, on ne sait pas. Mais je peux vous dire qu'on croise les doigts. Je veux bien vous croire. Merci beaucoup Estelle Wagner d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une dernière pause. Avant la fin de l'émission, on regarde les infos de la semaine. Conseil communautaire de rentrée au centre des congrès d'Épinal lundi soir. Une quarantaine de points à l'ordre du jour dont on retiendra principalement le volet transport. À compter du 30 août 2022, la communauté d'agglomération d'Épinal va prendre à sa charge les transports publics scolaires et non urbains dès lors qu'ils se situent bien sûr dans le périmètre des 78 communes du territoire. Compétence détenue jusque-là par la région Grand Est qui transfère à l'agglo le solde des dépenses et des recettes pour couvrir les charges, soit 2,6 millions d'euros annuels. Bonne nouvelle pour l'usager, un prix unique à 1 € sera pratiqué sur tous les déplacements intracommunautaires via les lignes fluo, quelle que soit la distance parcourue. Le tout dans le cadre du schéma de mobilité de l'agglomération dans lequel s'inscrit également la décision de prendre en charge la gare routière d'Épinal pour avoir la main financière et de cadencement sur tous les transports par bus. C'était la bonne action du jour. Samedi dernier, le club de canoë de Golbet-Épinal-Saint-Nabord, le GESN, la ville d'Épinal et l'entreprise Suez renouvelaient leur opération annuelle de nettoyage des berges de la Moselle. Ils étaient une fois de plus accompagnés par une dizaine de jeunes de 12 à 15 ans de l'association Jeunesse et Culture. Pour mémoire, en 2020, ce ne sont pas moins de 940 kilos de déchets de toutes sortes qui ont été sortis de l'eau, beaucoup de ferraille notamment. Un triste record battu avec 1 tonne de déchets ramassés cette année. Deuxième édition du Forum des familles samedi dernier au centre des congrès spinalien, une manifestation organisée par la communauté d'agglomération d'Épinal dans le cadre de sa politique de soutien à la parentalité à laquelle ont participé près de 150 visiteurs invités par le biais de leurs écoles, des centres sociaux ou de la CAF. Le thème de cette année, le bien-être en famille de la naissance à l'adolescence, était décliné en une quinzaine d'ateliers animés par des professionnels du Grand Est et des associations avec au programme des jeux, de la médiation animale, sophrologie ou encore un moment d'intimité en duo parents-enfants pour évacuer le stress.
La section féminine de Taon Basket prévoyait d'organiser une action de promotion du sport féminin en général et du basket en particulier au mois de juin dernier. L'événement a finalement été reporté en octobre. Le club a donc décidé de se rapprocher de l'association taonnaise Tissons les énergies et de faire d'une pierre deux coups, tenter d'attirer ce dimanche de nouvelles licenciées à travers différents ateliers basket et de proposer dans le même temps aux bonnes volontés de parcourir 6 km en marchant ou en courant au centre-ville dans le cadre d'Octobre Rose, moyennant une participation de 10 €. Une partie des fonds récoltés devrait être reversée au comité départemental de la Ligue contre le cancer. Octobre Rose relayé également ce dimanche toujours à Raon-l'Étable, Gérardmer et du côté de Cornimont. Et voilà, l'hebdo c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Les Imaginales se poursuivent jusqu'à dimanche. N'hésitez pas à y faire un tour. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.